Bonjour. On a vu le concept d'interruption avec les timers. On va en reparler en détail aujourd'hui, montrer la différence entre scrutation, polling, et puis l'interruption, parler des vecteurs et des routines d'interruption qui sont appelées par le processeur et qui utilisent la pile. Je reviens 15 ans en arrière quand le microcontrôleur CESF-877 a été annoncé, c'était le plus performant de l'époque. Son mécanisme d'interruption était d'avoir une interruption unique, autorisée, comme on l'avait vu, par un bit d'interruption général. Et devant cette possibilité d'interruption, il y a plusieurs flags, le timer, une entrée externe, et je ne me souviens plus de ce que faisait celle-là. Et le 877, ça c'est ce qu'on avait dans la génération précédente, le 84. Le 877 rajoutait toute une fonctionnalité avec des timers, et chaque fois vous avez un timer supplémentaire avec son bit d'autorisation. Du point de vue interne, l'architecture était très simple. Vous aviez un compteur d'adresse, vous aviez la mémoire programme avec une position de démarrage pour le programme principal et une position de démarrage pour les interruptions. À l'adresse 4, donc au début du programme, il fallait mettre une instruction de saut dans la partie d'exécution, et puis la routine d'interruption pouvait s'exécuter à partir de 4. Quand il y avait interruption ou quand il y avait une routine qui était appelée, eh bien, la pile offrait la possibilité de quelques accès imbriqués. Bien, l'amélioration, c'est de dire, c'est quand même embêtant quand on a une interruption, de balayer tous ces flags, c'est du polling, comme on dit en anglais, pour savoir lequel a créé l'interruption. Bien sûr, avec les enable, on a activé seulement les quelques interruptions qu'on va utiliser dans l'application, mais le perfectionnement évident pour la prochaine génération, c'était de dire, si on s'intéresse à cette interruption, ce serait agréable qu'elle aille directement appeler un vecteur, si elle est autorisée naturellement, appeler un vecteur dans le processeur, partir directement à une adresse différente. Et là, le terme de vecteur est utilisé, mais c'est une adresse de saut, et comme on le voit dans cet exemple pour un processeur un petit peu plus récent, mais c'est en fait un AVR plus simple que celui des cartes Arduino, vous avez un certain nombre de vecteurs qui sont préparés en mémoire. Vous avez le reset, vous avez le timer overflow qu'on a déjà vu, et cette liste se prolonge d'année en année en fonction de la complexité des processeurs. Alors, il y a différentes catégories d'interruptions. Vous pouvez avoir une pin extérieure qui demande une interruption, c'est ce qu'on appelle l'external interrupt. Vous avez le pin change, j'en reparle tout à l'heure. Vous avez le timer, on connaît. Vous avez le convertisseur AD, on en a parlé, mais je n'ai pas dit qu'il pouvait déclencher une interruption. En général, effectivement, avec la routine analog read, on attend que ça soit terminé. C'est la fonction analog read qui attend sur le flag pour savoir quand la conversion est terminée. Alors évidemment qu'on pourrait faire autre chose pendant ce temps et avoir une interruption au moment où le flag s'active. Il y a en général un canal analogique qui mesure la température à l'intérieur du processeur. Donc ce qu'on pourrait programmer là, c'est que en-dessus d'une certaine température, eh bien, il y a une interruption et que vous déclenchez une action de clignotement spécial, par exemple. Vous avez naturellement des interruptions associées aux possibilités de communication, on en reparlera. Vous avez le watchdog. Qu'est-ce que c'est?
eh bien le chien va hurler si vous ne vous occupez pas de lui donner à manger en temps voulu. En d'autres termes, vous avez un compteur qui décroît pour arriver à zéro, et quand il arrive à zéro, ça crée cette interruption watchdog. Et ce que vous devez faire dans le programme, c'est remettre dans ce registre de watchdog une valeur suffisamment grande pour avoir le temps de la réactiver. Alors ça peut être utile par exemple dans une station météo, où tout à coup une perturbation due à un éclair par exemple peut faire dérailler le processeur. Il y a peu de chances qu'il retombe dans le programme principal, qui réactive ce watchdog toutes les minutes par exemple, pour vérifier que le fonctionnement est correct. Si le fonctionnement n'est plus correct, ben, au bout d'une minute, il va y avoir une action de réinitialisation déclenchée par cette routine watchdog. Vous avez des exceptions, ça devient un petit peu plus compliqué, mais il y en a une qui est facile à comprendre. Dans une division, vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Si vous faites cette erreur de programme, eh bien, un processeur moderne va appeler une routine d'exception qui va vous sortir des calculs arithmétiques dans lesquels vous n'avez aucun espoir d'obtenir une réponse valable. Il peut y avoir des détections de mauvais fonctionnement interne. Vous avez enfin le non-maskable interrupt. Ben, ça veut simplement dire qu'il n'a pas la porte-haie qui permet de le désactiver. Donc c'est souvent, enfin dans les anciens processeurs, associé à une pin qui permettait de récupérer le processeur, et elle n'existe plus sur les processeurs récents que j'ai vus. Et vous avez comme dernier recours le reset, qui évidemment n'est pas vraiment un vecteur d'interruption, c'est le démarrage du processeur qui se fait en position 0. Pour certains processeurs, éventuellement, ça peut être au sommet de la mémoire. Je mentionne encore ce sleep qui en fait n'est pas une interruption, c'est une possibilité de programmation qu'on reverra, qui en fait endort le processeur. Endormir, ben, ça veut dire qu'on va désactiver le plus possible de ses fonctions, garder une horloge qui ne fait que surveiller les interruptions. Et dès qu'il y a une interruption, eh bien, le processeur va se réveiller pour servir cette interruption. Donc c'est un moyen d'économiser beaucoup d'énergie, puisque au lieu que le processeur tourne dans une boucle à la vitesse maximum et gaspille la même énergie que d'habitude, eh bien, on l'endort et il se réveille dès qu'il y a une sollicitation interne ou externe. Si je regarde maintenant un petit peu l'organisation mémoire de ce processeur, donc on a vu qu'il y a toute une série de vecteurs qui vont se trouver au début de la mémoire flash. Ensuite, ben, vous aurez le programme, vous aurez les fonctions. Vous remarquez que la fin de la mémoire est une partie réservée, dans le fond, pour le programme de démarrage. C'est un programme relativement compliqué qui surveille USB et qui va vous permettre, via USB, de venir remplir ce programme. Alors c'est une zone protégée puisque naturellement, il ne faut pas que vous puissiez, en déclarant votre programme, venir intervenir dans cette zone. Bien, du côté de la mémoire vive, donc là on a vu que c'était une largeur de 16 bits, toutes les instructions sont 16 bits. Dans les processeurs 8 bits, eh bien, on prend 2 mots consécutifs. Là, c'est un processeur 8 bits parce que la mémoire de données est 8 bits, l'unité arithmétique est 8 bits. Et vous trouvez des registres de travail dans lesquels le calcul va se faire, tous les transferts importants vont se faire. Quand on a besoin de plus d'informations, eh bien, on va chercher dans la mémoire vive, et c'est plus lent, les transferts perdent du temps, donc on s'efforce de gérer, c'est le travail du compilateur, de gérer au mieux ces registres pour que l'exécution soit rapide et de préparer au moment de la compilation pour que l'on mette la bonne information dans mémoire vive ou dans les registres.
Vous avez ici les registres d'entrée-sortie, le timer, les ports, etc. 64 positions sont réservées pour ça. Et puis en plus de ça, on en a parlé, vous avez cette mémoire E-prom jusqu'à l'adresse 1FF. Donc 100 c'est 256, vous avez ici 512 positions mémoire d'EPROM. Alors, revenons pour préciser ces interrupts externes. Donc vous avez, dans le cas des processeurs qu'on trouve sur Arduino, deux pins qui peuvent déclencher une interruption. Et alors, vous avez le vecteur int0 qui va être appelé si vous avez activé une des deux pins, int1 si vous avez activé l'autre des deux pins. Et maintenant, évidemment, on va laisser le choix à l'utilisateur de dire est-ce que c'est un flanc montant, un flanc descendant, un changement qui va activer l'interruption. Alors, cette information, vous la trouvez dans un registre. Et là, j'ai copié quelques petites parties de la documentation du fabricant. Et on vous dit, voilà, ces 2 bits vous permettent d'avoir le choix suivant. Si c'est la configuration 00, eh bien, c'est un low level, c'est un état 0, hein, vous avez peut-être la peine à lire. Si c'est 0,1, c'est un changement, any logical change. Si c'est 1,0, c'est un flanc descendant. Si c'est 0,1,1, c'est un flanc montant. Donc vous choisissez quand votre interruption va être déclenchée en disant, dans ce registre EICR, eh bien, on va activer, par exemple, Falling Edge en prenant ce bit-là qui va se trouver activé dans ce mode de configuration. Maintenant, en plus de ça, il faut savoir que le flag d'interruption sera dans ce registre à cette position. En fait, le vecteur d'interruption va nous faciliter ça, mais ce qui est très important, c'est d'activer cette interruption avec un interrupt enable. Donc ça, dans cet interrupt enable mask, on va activer le int1. Et ça a été fait, c'est à faire dans le setup. Ensuite, une fois qu'on a activé préparé toutes les interruptions, on va pouvoir faire le set interrupt enable, SEI, et le programme dorénavant sera sensible à ces interruptions. Alors, au niveau des fonctions qu'il faut définir associées à cet interrupt, eh bien, le compilateur, en association avec le processeur, vous permet d'écrire ISR, Interrupt Service Routine, et le nom int1vect va être reconnu pour aller exécuter ce qui doit être exécuté lorsque cette interruption est activée. Alors là, j'ai décidé tout simplement qu'on fait clignoter une LED. Donc c'est tout le contenu de cette procédure d'interruption. Initialiser les registres, demander au processeur de partir à la bonne adresse dans le bon vecteur d'interruption et faire ce que vous avez à faire avec quelques petites règles que l'on verra si on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Alors Arduino vous dit « Ouh là là, c'est trop compliqué pour vous, on va vous fournir un attach interrupt ». On va fournir une librairie attach interrupt et une fois que vous avez défini le pin mode, vous écrivez attach interrupt, vous écrivez le numéro de la pin, mais dans certains cas c'est le numéro 01 de ces interruptions, vous donnez le nom de la procédure que vous devez exécuter et vous dites avec des mots-clés que vous trouvez à tel endroit si c'est low, si c'est change, etc. Et puis ensuite, dans votre programme, dans la partie des fonctions,
il faudra définir la fonction faire quelque chose, qui ici était simplement clignotée. Et voilà comment ça s'écrit dans l'esprit Arduino, où la réponse à l'interruption sera naturellement beaucoup plus lente, puisque chaque fois, ce sont des procédures qui testent et qui déclarent. Donc, à vous de choisir. Et parlons maintenant des pin change. Alors, le pin change agit sur plusieurs bits à la fois. Il agit en fait sur un port pour savoir s'il y a eu changement. L'application type, c'est un clavier balayé, où en fait, étant donné que vous avez beaucoup trop de touches, vous ne pouvez pas les relier directement au processeur, on fait un réseau où on va sélectionner une rangée de touches, et les touches qui sont pressées, donc on va mettre un 0 dans le cas particulier, puisqu'on a des pull-ups, les touches qui sont pressées vont passer à 0. Alors chacune de ces touches va être lue. Là, j'en ai dessiné qu'une seule, mais ça veut dire que je me suis intéressé à cette pin ici. Et puis pour dire que je m'intéresse à cette pin, je dois agir sur un masque qui va activer ici la porte E pour que la logique qui suit soit attentive à ce qui se passe sur cette pin. Donc ça, c'est toujours ce principe général qu'on trouve avec les autorisations. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous n'avez pas appuyé sur cette touche, donc vous avez un 1. Ce 1 passe dans un registre à décalage, vous vous souvenez, il continue dans le registre à décalage puisqu'ils sont bêtement connectés à la suite Linksys. Là, vous avez un porte exclusif, 1 et 1, ça veut dire 0. Maintenant, vous appuyez sur la touche, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un 0 ici d'abord, qui va passer par la porte puisque vous avez autorisé. Ce 0 va être copié dans la première bascule. Et attention, là maintenant, il y a toujours un 1 ici. J'ai un 0 là. Donc, la porte exclusive va passer à 1. Donc, le flag PCIF pin change in eFlag est activé. S'il a été autorisé avec un interrupt enable, si les interrupts sont actifs, vous êtes parti dans la routine qui va vous dire que vous avez activé sur cette touche. Et étant donné qu'on vous offre que la possibilité de faire un pin change, eh bien, vous aurez également une interruption quand c'est relâché. Et on ne reparlera pas des claviers balayés, mais si vous les étudiez, eh bien, vous apprendrez que ça peut être prudent de mettre des diodes à chaque intersection pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des touches fantômes, des touches qui apparaissent alors qu'on ne les a pas sollicitées. Alors voilà, on a pu faire une petite révision de système logique ici, et c'est multiplié sur, dans les processeurs Arduino, vous avez sauf erreur une vingtaine de fois 7 logiques, et vous pouvez distribuer les actions de votre clavier sur les pins qui vous arrangent, mais ensuite, je ne dis pas que c'est trivial de trouver la routine qui fonctionne bien. Bon, je reviens à mon timer. On avait vu qu'il pouvait créer une interruption. Donc, on a initialisé les registres, je ne veux pas tout répéter. Le but maintenant, c'est de voir un petit peu plus en détail une routine qui me semble très très utile pour beaucoup d'applications. Alors vous avez initialisé votre timer avec son horloge, avec son masque, et vous avez lancé les interruptions. Donc au moment où vous aurez toutes les 100 microsecondes une interruption qui vous amène ici dans timer 2 overflow, le flag est automatiquement remis à 0, c'est la procédure générale avec AVR.
Vous réinitialisez votre timer pour avoir une nouvelle interruption dans 100 microsecondes. Et maintenant, vous êtes parti pour faire ce que vous voulez. Et l'exemple que j'explique un petit peu plus en détail, parce qu'il correspond mieux à quelque chose que je fais fréquemment, toutes les 100 microsecondes, vous avez envie de gérer un encodeur de rotation, on en parlera prochainement. Toutes les 100 microsecondes, il faut gérer des moteurs pas à pas parce que les transitions pour les pas doivent être assez précises. On parle aussi des moteurs pas à pas prochainement. Et maintenant, on n'a plus besoin de faire les choses aussi fréquemment, donc on met en route, on surveille un compteur par 40 qui, toutes les 40 fois, recommence, et ce qui veut dire qu'on va continuer, on va exécuter toutes les 4 millisecondes cette fonction qui est du PFM, ça c'est mon petit préféré, pour remplacer le PVM. On en reparlera aussi en détail. Et maintenant, j'aimerais encore faire quelque chose toutes les secondes et vous rafraîchir la mémoire à propos du Watchdog. Vous lancez une opération, vous attendez une touche d'un clavier. Eh bien, si cette touche ne vient pas, il faut arrêter d'attendre à un moment donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept du time-out, du forclos, devrait-on dire en français. Et là, je réalise une fonction time-out qui pourrait être programmée en fonction des besoins. Alors, toutes les secondes, ça c'est avec ce petit compteur qui va compter 250 fois 4 millisecondes. Je décompte un time-out. Et si ce compteur arrive à 0, je dois faire quelque chose. Et puis ce quelque chose, ben, ça sera une procédure que je vais définir qui s'appelle alarme time-out. Et maintenant, je dois faire quelque chose puisque ici, je vais sans arrêt passer à travers. Donc il faudrait éviter que le compteur timeout reste à 0 si ce n'est pas moi qui ai décidé. Donc c'est dans le programme principal qu'on va définir une valeur supérieure à 0. Et maintenant qu'on est arrivé à 0, il faut rester tranquille. Donc là, une solution, c'est de réincrémenter le timer, comme ça, on sera différent de 0. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette différence entre polling et interruption. C'est la puissance de ces vecteurs d'interruption qui oblige à comprendre un petit peu la structure du processeur si on veut travailler directement avec cette mise en route d'interruption qui est très efficace. Et je vois qu'on n'a pas beaucoup parlé de la pile qui en fait est simplement un petit peu plus grande que dans le cas des appels de procédures fonctions usuelles, puisqu'il faut sauver un peu plus de l'état du processeur.